mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal, nous voici dans une nouvelle semaine avec une nouvelle émission numéro 86. La brillante découverte du régime togolais, c'est gouverner dans la peur. Nous avons tous suivi le Premier ministre la semaine dernière devant les députés à l'Assemblée nationale. Nous allons en parler dans cette émission avec nos invités. Nous allons également faire une incrustation dans la justice togolaise avec la confirmation des juges, la confirmation du président de la Cour suprême qui a indiqué qu'il y a des juges qui installent des cabinets dans leur maison et qui jugent des justiciables. Voilà, excusez-moi la tautologie. Nous allons faire un petit voyage en Guinée où la junte militaire résiste à la CEDEAO, la fameuse CEDEAO qui se décrédibilise de jour au jour. Nous allons aussi parler un peu de la rentrée scolaire puisque nous savons que dans une semaine, nos enfants, nos élèves vont reprendre le chemin de l'école. Merci, bienvenue à cette émission. Joël Ega, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour fidèle du rendez-vous et bonjour toute la grande équipe qui est derrière la caméra pour la magie. Voilà. Je rappelle que Joël Ega, il est le directeur de publication du journal Fraternité. Bienvenue dans cette émission. Merci. Et le second invité, comme vous le savez, quand Joël Ega est là, le second, automatiquement, il est Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour techniciens et tous ceux qui travaillent à la réussite de cette émission. Voilà. Je rappelle que Ferdinand, il est le patron du journal L'Alternative. C'est avec ces deux invités que nous allons débattre des sujets que nous avons évoqués tout à l'heure. Voilà. Gouverner dans la peur, gouverner avec la peur ou gouverner entre la peur. Joël, qu'est-ce que vous avez suivi la semaine dernière avec le Premier ministre qui a presque scandalisé l'opinion nationale et internationale en déclarant que désormais, il y aura plus de pédagogie, mais c'est avec menaces, obligations, peur que les Togolais vivront dans le pays. Non, mais vous savez, c'est la première dénotation qu'il faut faire de ce que Dame Silemeho a déclaré devant le Parlement. Ce n'est que l'expression de leur état d'esprit. L'expression de leur état d'esprit. Nous avons affaire à un régime violent. Nous avons affaire à un pouvoir violent et le choix de la violence est l'expression aussi de l'usure. Parce que quand tu n'as plus rien à offrir, qu'est-ce que tu fais? Tu fais recours à la réfraction, tu es constamment nerveux et la moindre chose qui arrive, le moindre débat t'irrite. Alors, le 15 septembre dernier, on a assisté à l'affrontement de deux blocs au Parlement. Il y a le bloc des hégémonistes, des identitaires, des nous ou que tout est à nous ou rien, et qui ont toujours eu en souffrance l'évolution de la dame des Nations Unies, Silemeho, aux côtés du chef de l'État, parce que Silemeho a toujours empêché ces gens-là de patauger comme ils avaient l'habitude de le faire. Et donc on a assisté à l'affrontement de deux blocs. Et Silemeho également, pour s'être tellement gavé dans les faveurs du chef de l'État, est devenu un problème pour se gouverner. Elle a commencé par appliquer les mêmes méthodes, sinon pire que ce que ceux-là, ces hégémonistes-là ont. Mais bon, comme les appétits sont gloutons des deux côtés, et bon, ils n'ont pas pu se supporter au Parlement. Alors, madame s'est présentée avec une demande de 6 mois de rallonge. Les autres, pour la narguer, comme si elle joue à la... Comment on l'appelle? Aruno, comment on l'appelle? C'est la patronne, non? La patronne du foyer. pour narguer cette Aruno-là, on lui dit, il faut ne pas venir nous déranger. Chaque fois, on te donne carrément un an. Si 6 mois fois 2, pour que tu ne viennes pas nous déranger, parce que le Parlement, c'est à nous. Alors, de la façon la plus vile possible. Et de la façon la plus, je ne sais comment dire, la plus expéditive possible. Et le bloc était porté par Akleso et puis la dame du pétrole Gates, à qui personne ne dérange. Que personne ne dérange, et Bernadette Legezim, que personne ne dérange. Elle est accueillie même, entourée par sa famille, parce que c'est la règle dans le milieu.
Tu peux détourner n'importe comment, mais on te protège. Tant que tu es fidèle à la famille, on te protège. Alors, c'est eux qui ont porté, qui étaient devant le camp des emmerdeurs. Mais comme dame, elle a l'exception de cumuler la direction du cabinet de la présidence à la primature. Elle a toujours, c'est elle seule. Il semble qu'elle a même eu le feu vert pour former le gouvernement, ce qu'on n'a jamais connu dans l'histoire du Togo. Elle est donc devenue réfractaire, orgueilleuse, sinon qu'elle rumine même la nuisance face à tous ceux qui pensent le contraire de ce qu'elle voudrait. Parce qu'elle n'aime pas être critiquée également, la dame de Togovie, la dame de Baroubé plutôt. Alors, puisque quand vous refusez le débat, quand vous refusez la critique, comme je le dis, vous choisissez la réfraction, vous êtes irrité à la moindre contradiction, et on se rend compte qu'elle n'a pas également l'exercice de la parole. Plutôt que de rester dans son bureau et dire, bon, celui-ci, Fraternité nous a dit qu'il est opposant. Au lieu de lire en fait ce qu'on te reproche, et te corriger. Alternative, non, eux sont toujours dans la critique, eux, ils ne nous aiment pas. Au lieu de lire ce qu'on dit à notre journal, de lire ce que les publications écrivent pour se corriger, ils sont réfractaires. Mais la moindre confrontation au Parlement, elle a pété les plombs. Ce que Sine Meroux a dit, elle a carrément pété les plombs. Elle a pété les plombs parce qu'on ne peut pas venir nous envoyer les Ayewadan, enfin, ces missiles doministes sur les antennes, faire croire le contraire à qui que ce soit parce que les mots étaient bien choisis. Le philosophe dit que le lapsus linguistique, ce n'est que l'expression de ce que tu as au fond de toi, mais que tu tentes de cacher. Et donc, même si on dit que c'est un lapsus qu'il a échappé, ce n'est que l'expression de son fort intérieur. Et donc, elle a bien choisi les mots. Les vaccins, elle a parlé de vaccins périmés, personne ne lui a demandé si les vaccins sont bien conservés ou pas. Librement, elle a choisi de dire que les vaccins souvent sont périmés et que nous, elle a utilisé la seconde, elle a utilisé la négation. Nous, on ne va pas détruire, on ne va pas détruire le moindre vaccin périmé. Et elle est allée en crescendo. Nous avons utilisé la pédagogie, jusqu'ici la pédagogie ne marche pas, on va utiliser la peur. Elle a parlé en âme et conscience. Qu'elle ait perdu ce contrôle de elle-même, etc. Elle pouvait choisir d'autres mots. Dans l'exercice, c'est que Madame Victoire Dogbé acceptait la critique. Elle était bien entourée. Elle acceptait l'exercice de la communication. Elle aurait eu le réflexe de choisir d'autres mots, conscient qu'elle était poussée à bout pour l'exercice. Elle aurait eu le réflexe de choisir d'autres mots et de dire autrement ce qu'elle veut dire. Mais comme c'est l'intention profonde, la volonté c'est de nuire, la volonté c'est de refuser toute contradiction. Et tout cela, ça traduit même que effectivement il y a un problème même sur la chaîne de conservation même des vaccins. La réception et conservation. Mais ça, je vais m'arrêter là pour le moment, le temps que mon frère ajoute ça. Ça touche. Merci beaucoup, Joël. Ferdi, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que le Premier ministre a répété le plan devant l'Assemblée nationale la dernière fois? D'abord, il faut quand même savoir que, comme nous l'avons titré, je crois que c'est vendredi, en disant que c'est un aveu d'illégitimité du régime. Oui, c'était vendredi. Voilà, c'est la première leçon qu'il faut tirer. On est sorti à peine d'un an d'élection présidentielle et je suppose que le régime, pour avoir prétendu gagner à 70%, a une base, 72%, a une adhésion populaire. C'est vrai que dans tous les pays, lorsqu'il y a certaines décisions qui sont prises, il y a une frange de la société qui conteste. Mais pour avoir gagné il y a à peine quelques mois à 72% aux élections présidentielles, on n'a pas besoin de gouverner par la peur, parce que les décisions devaient avoir l'assentiment immédiat des populations. Alors lorsqu'elle dit qu'ils ont échoué dans la pédagogie, parce que c'est ce qu'elle dit, et que maintenant c'est le bâton, ça veut dire quand même qu'ils n'arrivent pas à imposer leur idée dans l'opinion. Et ça veut dire qu'ils sont impopulaires. Voilà. C'est pour cela que nous avons dit que c'est un aveu d'illégitimité. En tout cas, c'est elle qui le dit. Maintenant, revenons au contexte même de ce qui s'est passé. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais les gens, c'est vrai que en matière de communication, c'est les détails. Quand tu fais une bourde, c'est la bourde qui te suit.
tout ce que tu as dit après, les gens oublient ça. Et donc, il faut retourner dans le contexte de ce qui s'est passé le 15 septembre dernier. En fait, elle est allée à l'Assemblée nationale avec tout son gouvernement pour demander la prolongation ou bien l'autorisation de, ou bien c'est pas la prolongation de l'état d'urgence de 6 mois. Alors, lorsqu'elle a exposé les motifs de sa venue au Parlement, la parole a été donnée aux députés. Et comme Joël venait de le dire, c'est deux clans qui s'affrontent. Il faut qu'on explique ça aux gens pour que les gens comprennent. Parce que les gens sont trop dans l'émotion. Ouais. C'est deux clans qui s'affrontent. Et donc, c'est Mme Legezi Balouki qui était la première à donner la charge. En disant, mais écoutez, vous venez tout le temps ici demander 6 mois, la dernière fois, avant-dernière fois. Maintenant, pour éviter que vous ne venez tout le temps nous demander de nous réunir pour vous accorder, on vous donne 12 mois. Et elle a été suivie par le secrétaire exécutif de UNIR, qui a appuyé ce qu'elle a dit. Ça a un sens, c'est symbolique. C'est symbolique. Parce que c'est le secrétaire exécutif du parti. Et ce monsieur est un inconditionnel 10 000% de Faure Gnassingbé. C'est-à-dire que lui, c'est fort ou rien. Oui. Donc, il appuie Mme Legezi. Et la Première ministre essaie de se défendre en disant, écoutez, si vous accordez 1 an, on va avoir des soucis avec nos partenaires, il y a des projets en cours, il y a des décaissements qui doivent arriver, le pays ne sera pas très bien perçu vis-à-vis de l'extérieur, on va avoir des difficultés dans nos engagements sur le plan financier, il y a des conventions. Et la présidente de l'Assemblée nationale est venue en appui aux 2 premiers qui ont chargé. Et donc le débat était devenu un peu tendu et on a demandé une pause de 40 minutes. Et ça également, c'est fort en symbole. Oui. Ils ont demandé une pause de 40 minutes. Parce qu'il y avait des confrères dans la salle. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il y avait des confrères dans la salle. Donc une pause de 40 minutes. Ils sont partis à la pause pour les conciliabules. Ils sont revenus. La Première ministre a toujours encore rappelé qu'elle ne veut que 6 mois. Et les autres ont dit non, on ne te donne pas 6 mois. Je ne sais pas si vous voyez. On ne te donne pas 6 mois. C'est dans ce méli-mélo-là qu'elle a perdu un peu la sérénité. Et bon, les choses sont allées dans tous les sens. Je ne sais pas si vous voyez. Mais comme Joël venait de le dire, moi je vais répéter aussi un écrivain qui disait tout ce qui se conçoit s'énonce et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc du coup, pour la deuxième partie, il y a une seconde pause, une seconde interruption. Et depuis d'une heure de temps. Et là, elle est partie avec toute son équipe, on suppose, à la présidence, qui n'est pas trop loin. Ils sont partis pour aller certainement consulter le chef qui n'est pas loin. Mais qui ne devait pas être très indifférent de ce qui se passe. Parce que j'imagine mal que les gens que je viens de citer, Mme Legezi, qui est très proche de la ministre de la Défense, qui est son amie depuis l'enfance, et tu qui ont grandi, l'eau ne passe pas entre les deux comme on le dit, jusqu'à ce jour, leur papa était des officiers en plus. Akleso qui est un inconditionnel 1000% de Faure Gnassingbé, Mme Tchega qui monte en puissance, si je peux parler ainsi, que ces 3 personnalités aient chargé le Premier ministre sans avoir l'aval de qui on sait. Et donc, ils sont partis chez le patron. Ils sont revenus une heure de temps après. Entre-temps, on a tenu à éloigner les journalistes qui avaient commencé par répercuter sur les plateformes les propos. Parce qu'en fait, c'est le travail des journalistes. Sinon, on n'aurait même pas eu ces propos-là. Donc, voilà. Donc, oui, ils ont commencé par dire oui, il ne fallait pas sortir les propos et tout. Donc, ils ont appelé les journalistes, ça a commencé par créer des problèmes. Et les journalistes ont dit, mais écoutez, les audiences à l'Assemblée nationale sont publiques. Et en plus, c'est la presse. Et donc, quand ils sont revenus, c'est la position de l'Assemblée qui a pris le dessus. Ils ont dit, bon, madame, on vous donne 1 an. Donc, allez faire ce que vous pouvez faire, ne venez pas ici nous déranger tout le temps, on a d'autres choses à faire et tout. Et donc, on a pris 1 an. Ce qu'il faut retenir de tout ça,
c'est que tel on fait son lit, voilà. Ce qui s'est passé à l'Assemblée, c'était, je ne sais pas comment on dit ça, une défiance. Mais ils ne sont pas allés au bout. Je pense que dans le clan du pouvoir, dans l'autre clan du pouvoir, on a voulu secouer un peu la Premier ministre. On a vu ici en 2002 comment il y a des mains organisées de façon très habile la destitution d'Adoboli avec Nachaba et Adome à la manœuvre. Adoboli, tout naïf, disait qu'il avait la confiance du chef de l'État et puis il va à l'Assemblée nationale. Les députés, puisqu'il était au service du régime, les députés unis, RPT à l'époque, ils pensaient que bon, on allait le renouveler le poste et tout ça, et puis ils l'ont destitué. Et donc, je pense que c'est le même scénario qui a voulu se passer la dernière fois. Pourquoi on le dit dans les détails? Vous savez, Dame Tomiga, elle en a fait du poste de Premier ministre une obsession. Fort longtemps. Finalement, elle a obtenu. Donc, les gens, dans leur coin, se disent, bon, tu voulais ça, non? Bon, fais, on va voir. Tu as dit que tu peux, non? Il faut peu, on va voir. Il ne faut pas les passer comme ça. Il faut peu, on va voir. Il faut peu, on va voir. Et ces gens-là, je vais venir aussi de le rappeler, c'est la première fois que, dans la formation du gouvernement, on a laissé la latitude à un Premier ministre, à une Première ministre, de choisir plusieurs de ces hommes. À part les postes de ministère des Affaires étrangères, de la sécurité, ils ont même voulu sauter Yark. Ils ont monté un coup, mais ça n'a pas marché, sauter Yark. Le clan, que je dis, le clan qui venait de prendre la primature, les affaires étrangères, poste de télécommunications, SINA, et armée, défense, et FNFI, Mademoiselle Assi, Meji Awa, et tout ça, tout le reste, tous les ministres là, c'est elle qui les a fait venir beaucoup de gens. Et ça n'a pas fait que du bien au sein de l'UDI. D'autant plus que les nouveaux venus là, dont on ne connaît pas trop le militantisme au sein du parti au pouvoir, sont les plus zélés aujourd'hui dans l'opinion. Et il y a des gens qui estiment que leur sortie complique plus la situation que cela ne résout les problèmes. Et c'est pourquoi on a envoyé le buveur de petit lait aller dire que les gens ont mouillé les maillots sur le terrain et on vient prendre ceux qui n'ont jamais joué. Voilà. Et donc, c'est pourquoi on l'a envoyé dire. Il y a cet affrontement permanent. Je vous donne quelques indices. Il y a quelques semaines, Mademoiselle Assi, qui tient le ministère des FNFI, tout ça, comment ça s'appelle son ministère, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Voilà, finance inclusive. Finance inclusive et tout ça. Elle a fait virer une dizaine de cadres de FNFI qui sont connus notoirement comme des gens de Tomiga. Certains nous ont contactés ici pour se plaindre qu'on les a virés. Et c'est des gens qui étaient de l'armée, de la Légion de Tomiga, quand Tomiga était au développement à la base, avec tous les démembrements, FNFI, tout ça là. Une dizaine de personnes. Il y a quoi? Il y a 2 ou 3 semaines, ils ont été virés. Et c'est des gens qui se plaignent et elle a mis fin à leur contrat. Et donc, dans la boîte, les gens estiment que c'est une manière de mettre totalement hors de la boîte tous ces gens-là qui étaient des proches de Tomiga. Donc, il y a d'autres aspects de cet affrontement qui se déroule tous les jours. Donc, du coup, quand elle s'est retrouvée en terrain hostile, je parle de l'Assemblée nationale, lorsqu'on l'a chargée, elle a perdu les repères. Et elle a commencé à parler dans tous les sens. Elle a perdu l'usage du langage. Vous avez entendu la voix, un Premier ministre qui parle comme... elle n'avait pas d'autorité. Elle avait la voix, elle parle comme si... Voilà, elle a perdu les pédales. Elle disait les choses à l'emporte-pièce. Et donc... C'est le manque de l'exercice. On l'a secoué. C'est la carence du manque de l'exercice de parole. Quand vous êtes Premier ministre d'un pays, dans un système politique comme le nôtre, même s'il n'est pas parfait, vous devez être habitué à parler avec les gens, à discuter, à assister au débat. Je ne sais pas si vous voyez. Vous devez être habitué. Ce n'est pas un petit débat comme ça, et puis bon, vous perdez la boussole. Le Premier ministre, c'est pas quand vous êtes dans vos voitures, vous passez dans la ville, pipant, et puis bon, les gens disent, ah, Premier ministre Valéilo, les gens sont contents, et c'est nous. Mais c'est le travail. Vous voyez les débats à l'Assemblée nationale en France? C'est violent. C'est extrêmement violent.
De telle sorte que parfois quand vous sortez, vous avez envie de verser les larmes. Des gens vous chargent de tous les côtés. Et quand vous faites un lapsus, la pratique républicaine voudrait que le lendemain, vous rétablissez les faits. Voilà. C'est-à-dire que vous reprenez la parole pour dire à la population, voilà ce que je voulais dire, je me suis un peu trompé. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, on a préféré envoyer les sapeurs-pompiers, allumer quelques ceintures autour du feu. Ils ont fait le tour des radios, mais le coup est déjà parti. Vous voyez, le coup est déjà parti. Et je pense que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, mais c'est entre eux. C'est entre eux, c'est plusieurs clans qui s'affrontent. Et il y a des gens aujourd'hui qui estiment qu'ils ont beaucoup fait pour le parti au pouvoir. Ils n'ont pas été récompensés à la hauteur de leur investissement humain et peut-être financier, leur militantisme. Et il y a d'autres qui sont arrivés avec juste des diplômes. On a vanté leur agrégation, université, tout ça. C'est à eux qu'on a confié les responsabilités et c'est eux qui sont là. Parce que c'est quand même pas de gaieté de cœur que les caciques du régime, ce qu'on peut qualifier comme ça, c'est ce que Joël vient de décrire, ne prennent pratiquement pas la parole. Et ceux qui parlent tous les jours, c'est ceux qui étaient il y a quelques mois inconnus, qui sont arrivés dans le gouvernement, les Kokoroko, les Aïwadans, les Iou, qui inondent les médias et qui disent des choses parfois, bon, voilà, des choses qui irritent les populations, vous voyez. Et donc, au sein même de l'appareil étatique et du Parti uni, certains pensent que le zèle de ces gens-là est en train de leur perdre davantage du terrain ou de leur compliquer la situation vis-à-vis des populations. Donc, il faut essayer de voir comment il faut renverser ce gouvernement-là. Donc, je pense que c'est la première salve qu'ils ont tirée sur Madame Tomega. Et bon, en tant que femme de pouvoir, femme d'État, je n'ai pas compris pourquoi elle a très vite paniqué. Parce que bon, voilà, ce n'était même pas des tirs nourris, c'est quelques petits... des pétards. Oui, c'est des pétards mouillés qu'on a balancés de part et d'autre, quoi. Bon, voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Ferdinand. Et Joël, voilà, Ferdinand vient de l'évoquer, hein, c'est-à-dire cette sortie, bien ces sorties des autres membres du gouvernement, ça ne complique plus la tâche à la Première ministre. Quand on voit aujourd'hui le ministre Aïwadan, Iou ce matin, et même l'autre, Kokoroko. C'est le peloton des universitaires. Non, c'est le peloton des universitaires, mais qui ne laisse pas bonne tâche. Ouais. Qui ne laisse pas bonne tâche parce que je me suis dit, Faure Gnassingbé sait très bien qu'en s'accrochant au pouvoir, c'est un problème d'abord pour lui-même et pour la bonne gouvernance. Il le sait. Alors, peut-être pour corriger, il dit, bon, je vais m'entourer. Ça dit qu'en fait, il veut se relooker en s'entourant d'abord lui-même. Son appareil électoral est du Nord. Alors, il prend des jeunes sur 10 qui sont assez bien étiquetés, des diplômés, etc. On les amène. Et je vais dire que ce qu'ils font actuellement, c'est de la villageoiserie. C'est de la paysannerie. Parce qu'un intellectuel, il est toujours mesuré dans la parole. Et là, il tue les chances qu'on fasse confiance à d'autres jeunes de leur milieu. À d'autres jeunes de leur milieu. Quand tu prends la parole, tu ne parles pas avec grandeur, avec mesure, avec respect. Pour ceux-là qu'on t'a amené à servir, ben, vous savez, plus on les critique, les caciques, eux sont là, ils applaudissent. Parce que moi, je les qualifie d'hégémonistes. Les caciques, là, c'est des hégémonistes. Ça dit qu'on va tout prendre. Et parce qu'on n'a plus rien. On prend tout, on vous emmerde. Et après, bon, on va gérer les services. On va faire les services après vente. On prend un dans le groupe pour écumer. Et Faure Gnassingbé, sachant que ben, lui-même, son appétit illimité du pouvoir est un problème, il donne la chance à ceux-là. De venir le temps soit peu corriger ce qu'il peut corriger. Et là, voilà ce qu'ils offrent. Mais moi, ce que je me demande, c'est que si les caciques peuvent les dégager, mais comprennent peut-être leurs jeunes frères, peut-être ils vont mieux faire. Non, mais c'est parce que ce n'est pas les compétences qui manquent. Ce ne sont pas les compétences qui manquent. Et cette façon, la réaction de Sidé Bého au Parlement, Ferdinand parlait tantôt du débat en France.
Du moins, pour nos pays francophones, il n'y a pas meilleur exemple de démocratie que la France aujourd'hui. Nous n'allons pas chez les anglo-saxons, c'est encore mieux là-bas. Mais la France est un exemple pour nous. Mais voyez comment le débat est houleux. Même quand Jean Castas vient au Parlement, il sort en sueur. Qui que tu sois. Pourtant, c'est sa majorité qui est là. Hein. Voilà. C'est sa majorité qui est au Parlement. Il sort en sueur. Mais ce qui s'est passé le 15 septembre, moi je demande même à Céline Mero d'aller au village pour consulter les oracles pour voir si ce 15 septembre est un bon chiffre pour elle. Non, Joël. Non, il faut qu'elle retourne à Baroubé. Il faut qu'elle retourne à Baroubé consulter les oracles pour voir. Parce que non seulement elle a perdu le débat, mais elle a vu même ça, et Chantal se retourner contre elle. Ah, là-bas, ils ne sont pas des sœurs. Hein. Ah bon, là-bas, ils ne sont pas des sœurs. C'est le pouvoir. Hein. Bon, elle a perdu, ce qu'elle a amené, on ne l'a pas accepté, mais elle est sortie avec des mots, avec des lapsus qui font aujourd'hui les tours des réseaux sociaux. Et son image est totalement... Son image totalement écorchée. Alors peut-être elle a mal dormi la veille, elle a fait quelque chose la veille qui fait que le lendemain n'a pas été bon, bien, mais qu'elle retourne au village, demander aux oracles, qu'est-ce qui a fait que le mardi 15 c'était un mardi, non? Ou bien c'était un mercredi? Un mardi. Le 15 septembre, qu'est-ce qui n'a pas marché? On lui fait le phare, on lui dira, bon, ce qui n'a pas marché. Alors, c'est l'expression, moi je disais tantôt que c'est l'expression assez grandeur nature qu'on n'a jamais été en démocratie au Togo. On n'a jamais été en démocratie au Togo. C'est le refus du débat, le refus de la contradiction, le refus de l'idée adverse. Hein? Parce que quand tu es habitué à ça, si on avait été vraiment démocratique, elle aurait pu slalomer, faire le dos. Être plus subtil. Voilà, être plus subtil. Et ça veut dire que tout ce qu'elle a eu des Nations Unies, quand elle est arrivée à la présidence, elle a compris que non, ici, c'est la violence de la gouvernance. Et c'est ce que traduit également les autres, parce que moi je ne comprends pas qu'un professeur d'université, doyen d'une faculté, tu tiens de tels langages sur les radios. Et à plus forte, si tu n'as pas dans la société africaine, les choses étaient bien organisées. Il y a des gens qui sont des maîtres de la parole. C'est pour parler, c'est eux. Et quand je vais parler de la caste moderne aujourd'hui, il y a de ces écoles qui forment des responsables en communication. Il y a des gens qui sortent. Moi, j'ai fait la communication, mais moi, je veux vous dire, dans ma promotion, il y en a, ils sont bien à l'écrit, mais dans l'exercice, c'est pas ça. Alors, vous ne prenez que ceux qui ont vraiment le verbe. Et dans son gouvernement, je suis au regret de me rendre compte que on ne voit vraiment pas l'expression de l'intelligence, l'expression de l'élégance dans la parole. Ils seraient plus ouverts à la contradiction, ils seraient plus ouverts à aller au-delà de petits cercles qui les entourent, les ayatollahs qui les alimentent à coups de pécule, de CFA, et qui ne leur rendent aucun service. Alors à aucun service, ils auraient pu aller au-delà et voir les vrais propos. Dire bon, ok, d'accord, mais là maintenant on va corriger tout ce qu'on a semé jusque-là, et qui font que, parce que comme Ferdinand le dit, les classiques, c'est l'argument premier qu'ils vont prendre. Que tel que ces gens-là parlent, tel qu'ils parlent ouïa là, ça fait que nous perdons l'électorat et ton fauteuil est menacé. Ça veut dire que le dossier est bien monté, quoi. Et Tchalevi, comme vous le connaissez, bon, facilement, lui, ça veut dire que toucher à tout, mais pas à mon fauteuil. Donc si quelqu'un va venir menacer son fauteuil, vous pouvez détourner pétrole, brut, etc., détourner l'argent, mais mon fauteuil ne touchez pas. Ça, c'est son credo, ça. Alors, donc, quand les classiques ils vont le voir avec ce dossier bien monté, on aura vite fait de se débarrasser de ces Yovodé là, de ces venus de Poitiers. Ouais, de ces venus de Poitiers. Bon, de ces venus de Poitiers. On va y revenir. Merci beaucoup, Joël. L'information est libératrice et l'éducation est le prémisse du progrès. C'est ce que déclarait le Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Grâce aux informations qu'il véhicule, le journal éveille la conscience et aiguise la connaissance. Jeclique.com vous donne un accès rapide et facile aux informations politiques, économiques et sociales sur le Togo. Jeclique.com vous donne également l'occasion de soutenir la presse privée togolaise dans sa mission d'information et d'éducation des populations. L'information est un bijou, l'ignorance est un caillou. Abonnez-vous sur le www.je-6click.com.
Dila, depuis cette déclaration de la Première ministre, on voit une avalanche de communiqués dans les services publics, comme quoi nul n'entre s'il n'a pas un carnet de vaccination. Oui, c'est le slogan. Avant d'arriver à cette question, il faut quand même rappeler que la communication, c'est un exercice permanent, comme Joël venait de le dire. Quand nous venons faire des débats sur les médias, les radios, les télévisions, c'est un exercice qu'on fait depuis des années. On est habitué. Peut-être que le début n'a pas été facile pour nous, mais avec le temps, on est devenus des experts. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a, et on tend même à se performer encore. Il y a un très grand philosophe de la Grèce antique qui s'appelait Démosthène, qui était un bègue, carrément, mais qui était devenu après l'un des meilleurs orateurs de la Grèce. Parce que lorsqu'il a pris conscience de son handicap, il allait à la plage, il mettait des petits cailloux dans la bouche et il essayait de répéter, de parler en face de la mer, du fond de la mer. Et pendant quelques années, il a surmonté son handicap et il est devenu l'un des meilleurs orateurs de la Grèce antique. Alors, dans la politique française, il n'y a pas, c'est pas dans les années 70 ou peut-être même avant, il y avait André Malraux qui a fait de très bons discours. Quand vous pouvez retrouver les discours d'André Malraux aujourd'hui en son même sur les réseaux sociaux, vous téléchargez, vous écoutez, comme la prise de la parole, la prononciation, l'inflexion sur les mots, la tonalité, quand on a une autorité, comment est-ce qu'on emploie les mots, c'est-à-dire comment on affirme son autorité. Donc si vous êtes un chef de gouvernement, vous ne venez pas parler le langage même, parler comme si bon, vous étiez entre quelques copines en bavardant quoi, sur des choses ordinaires de la vie. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est vrai que comme nous sommes dans la dictature du vaccin, et qu'ils sont en train de rejeter la responsabilité sur les églises, en disant que c'est les églises qui sont venues, les églises et les religieux, qui sont venus leur dire qu'il faut imposer le pass sanitaire. Je ne sais pas, ils sont en train de dire ça, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Il dit que c'est parce que les églises ont refusé le pass sanitaire, ils ont demandé qu'on ferme les mosquées et les églises parce qu'ils ne veulent pas le pass sanitaire. Voilà. Et bon, moi je dis, mais ce n'est pas condamnable. Je pense que la difficulté qui les pousse à prendre cette décision-là, c'est le problème de conservation des vaccins, qui ne veulent pas dire en fait. Vous savez que l'AstraZeneca, le Pfizer, non pas le Pfizer, le Johnson & Johnson et puis les trucs chinois là, Sinopharm et Sinovac là, sont beaucoup plus adaptés à notre climat, même si le délai de péremption aussi est très court. Maintenant, le Pfizer est difficile à conserver parce qu'il faut une température vraiment très basse. Et nous n'avons pas la logistique nécessaire, la chaîne de froid pour conserver. Mais on a eu aussi le Pfizer. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, comment faire pour écouler ces vaccins-là? Et le problème de déploiement doit se poser au niveau du comité scientifique, ou bien de CNRDR, je ne sais pas comment on l'appelait. CNGR, tout ça là, bon, ça, il y a un peu des gens qui font les coups d'État là. Voilà. Donc, ça devait... c'est là-bas que le problème devait se poser. Je ne sais pas si vous voyez. Je donne un exemple. Vous ne pouvez... Si vous êtes vraiment des spécialistes, vous ne pouvez pas déplacer, par exemple, le Pfizer à l'intérieur du pays. Pour la simple raison que si vous avez une chaîne de froid très même limitée à Lomé, vous n'en avez pas carrément à l'intérieur du pays. Parce que si vous devez déplacer le Pfizer à l'intérieur du pays, ça suppose que vous déplacez toute une logistique de conservation. Mais vous pouvez déplacer rapidement le Johnson & Johnson, qui est une seule dose, à l'intérieur du pays, gérer rapidement les petites villes, les paysans, tout ça, et puis vous revenez à Lomé. Et vous consacrez le Pfizer fondamentalement à Lomé, parce que vous avez les moyens de conserver le Pfizer à Lomé. Ça n'a pas été fait comme ça. On a amené un peu de Pfizer à l'intérieur, on a amené par ici, parce que tous ceux qui ont pris les marchés de déplacer les vaccins devaient facturer aussi pour la logistique. C'est un business. Je ne sais pas si vous voyez. Les gens ne voient pas cet aspect-là. Maintenant, quand on dit qu'il faut avoir les vaccins pour avoir accès aux services administratifs. Donc, tous les petits Mussolini qui tiennent les services administratifs ont commencé par sortir des communiqués, parfois des communiqués qui frisent le ridicule. Je donne des exemples. Le professeur Iou a dit que pour avoir accès à l'université, il fallait se faire vacciner. Or,
les moins de 17 ans, les moins de 18 ans ne sont pas éligibles au vaccin. Et les enfants aujourd'hui qui ont le bac, c'est 15 ans, 16 ans, 17 ans. Finalement, il a été corrigé par Aïwadan sur Canal FM qui a dit non, que bon, le cas des étudiants qui ont 17 ans, 16 ans, 15 ans, ils ne sont pas concernés par le vaccin. Mais le coup de Iou est déjà parti. Le directeur de la police nationale. Il donnait pour délai le 15 septembre. Voilà. Son communiqué sortait 48 heures plus tard. Voilà. Il donnait le 15 septembre. Voilà. Tous les 80 000 étudiants. Voilà. On pouvait les vacciner en 48 heures, voilà. Sans compter les professeurs. C'est ça. Et le directeur de la police nationale, il sort un communiqué, il dit pour rentrer dans un commissariat maintenant, il faut présenter le pass sanitaire, le carnet vaccinal. Alors, mais il y a les jeunes, comme je viens de dire, de 16 ans, 17 ans, 15 ans, qui veulent faire la carte d'identité parce qu'ils sont des étudiants. Il y a même des enfants qui ont fait les cartes d'identité. Donc, ces enfants doivent aller dans les commissariats avec leurs empreintes digitales et tout ça. Donc, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas aller. Quelqu'un qui va pour légaliser un dossier, il ne peut pas aller. Maintenant, les voleurs qu'on prend là, on les vaccine avant d'aller les amener dans les commissariats. Ou bien on fait comment? Donc, ça dit que vous ne comprenez pas la logique qui sous-tend ces communiqués qu'on sort de façon à l'emporte-pièce. Parce que tout le monde se réfère au communiqué général du gouvernement. Dit, comme le gouvernement l'a dit, et à la fin, chacun dit j'attache un prix. C'est devenu la formule. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Et c'est ce que moi je veux dire ici. Depuis quelques heures, depuis quelques jours, on a quand même des informations, des témoignages. Vous savez que la pandémie a fait naître aussi les faussaires. Que ce soit en France, un peu partout, les gens commencent pas à faire les faux PCR. On en a démantelé dans les pays développés. Chez nous, la presse a toujours évoqué le cas des gens qui font les faux tests Covid. Dans les aéroports, dans les instituts d'hygiène et tout ça, on fait des faux tests. Nos amis qui viennent de la diaspora, avec leurs enfants, le jour de ton départ, on vous fait les tests, on dit oui, toi tu n'es pas malade, mais tes deux enfants sont malades. Pour te bloquer, tu ne peux pas partir pour laisser les enfants. Et le jour où vous retournez une deuxième fois, on dit bon, l'un des enfants est guéri, le second est toujours malade, toi-même tu es malade. Après, on t'oblige à venir négocier, tu payes 200 000, on te délivre un test et puis tu pars. C'est courant, tout le monde le sait, eux-mêmes ils le savent. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la corruption. Maintenant, ce papier que vous voyez là, ce bout de papier là, c'est un truc volant, hein. Ce bout de papier là, ça c'est... Il faut bien le tourner pour le ça c'est mon test ça. Mais deux dans le sens du vrai. Mais deux Pfizer, ça c'est ça. C'est un papier volant, hein. Ça ne représente absolument rien. Si tu restes dans ta chambre, tu prends un carton, hein, tu viens voir un imprimeur, tu reproduis ça là en mode de 20 minutes. Tu cherches des tampons à bécon, tu mets 2500 tampons, c'est bon. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que dans ce pays, on a arrêté des gens qui fabriquaient des fausses cartes d'identité. Alors que fabriquer une carte d'identité est plus compliqué ce machin de bout de papier là. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, depuis quelques jours, des informations nous parviennent comme quoi même les agents indélicats de la santé remplissent ce bout de papier, hein, pour des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, mais qui ont besoin de ça. Parce qu'on vous dit, vous ne pouvez pas aller à l'hôtel, vous ne pouvez pas aller mais vous avez besoin de ça, vous avez des affaires à faire, mais vous ne voulez pas vous faire vacciner. Quelqu'un vous dit, il y a un réseau pour pouvoir vous donner une carte sans être vacciné. Même si c'est 100 000 francs, vous payez. Et les gens font les cartes là, et ils se promènent avec ça, mais ils ne sont pas vaccinés. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est les agents indélicats qui le font. Maintenant, les faussaires vont créer une usine. Non, mais quand tu parles des agents indélicats, des agents ont été rendus indélicats parce qu'ils étaient même mal payés en temps. Ouais. Jusqu'à ce qu'on dénonce. Maintenant, les faussaires vont créer une usine carrément. C'est-à-dire qu'eux, ils vont aller à l'imprimerie, ils vont faire ce papier du ministère de la Santé, ils vont faire les tampons selon les golfs. Si c'est par rapport au golf, ils vont faire les tampons. Si c'est un golf, c'est un tampon rouge, d'autres golfs, c'est bleu, d'autres, c'est... Ils vont faire les tampons, parce qu'ils auront le modèle. Ils vont faire les tampons, tu vas chez lui dans un corner, il te tape les choses, et puis bon, voilà, tu as ton passe, tu passes, et personne ne te dit rien, tu es vacciné, alors que tu n'es pas vacciné. Tu sais, il y a 20 ans, tout ça, les gens qui allaient faire les cartes, les actes de naissance au Ghana, à Plaou, pour avoir la nationalité ghanéenne, tout ça là. Il y a 20 ans, hein, je ne sais pas si ça continue aujourd'hui. Le gars, il est assis, parfois c'est un tailleur qui a une machine à taper à côté de lui.
Moi, je connais des gens qui se sont fait établir des certificats de naissance à l'époque. Tu vas chez lui là-bas, il demande, l'école dit non, il tape le nom. Il tape le nom. Il met tout. Je ne sais pas si tu comprends. Il tape le nom, tout ça là. Il a une fiche qu'il a reproduit sur le certificat de naissance. Au bout de quelques minutes, il te délivre un certificat de naissance. Et comme le Ghana, à l'époque, on n'était pas encore dans le système de l'électronique pour vérifier les choses, les gens se sont fait établir des documents comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc aujourd'hui, ce bout de papier-là, tout le monde peut le faire, pour le reproduire, et passer comme un homme vacciné, alors que vous n'êtes pas vacciné. C'est ça les conséquences de la logique de la peur. Parce que le gars qui cherche ce papier-là, ce n'est pas pour se protéger contre la maladie, mais c'est avoir un papier pour lui faciliter l'accès au service public. Parce que vous avez mis une barrière, alors que lui, il ne veut pas se faire vacciner. C'est ça l'une des conséquences. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez ce document-là que tout le monde connaît, carnet jaune, fièvre jaune, tout ça là, pour les voyageurs. Il y a des études qui ont montré que 60% des voyageurs en Afrique qui tiennent ce document sont des faux documents. Parce que, comme les gens ont souvent des tracasseries aux frontières aériennes comme terrestres, pour éviter des problèmes, vous allez voir un médecin, vous lui donnez 10 000, et puis vous lui demandez le nombre de maladies que vous voulez qu'il remplisse. Il remplit, il signe, et puis il vous donne, et puis vous vous promenez. Vous arrivez à l'aéroport, vous montrez, le gars dit passez. C'est la même chose. Et vous voyez ça par exemple. Quelqu'un qui va montrer ça dans un commissariat, le gars lui dit il faut passer. Qui va dans un service service d'État, le vigile lui dit il faut passer. Il ne lui demande même pas, je vais voir votre nom, quelle est votre carte d'identité, pour voir si le document qui est ici, le nom qui est ici correspond à la carte d'identité. On a dit passe sanitaire, non, carnet vaccinal, non. Ah, c'est ça, monsieur, passez. Et donc, au bout de tout ce processus-là, vous aurez plus de gens non vaccinés qui tiennent le passeport vaccinal que de gens vaccinés qui tiennent la carte. Parce que vous avez instauré la peur. Et comme les gens sont convaincus que, en tout cas une partie de la population est convaincue que le vaccin est porteur de quelque chose de très dangereux pour eux, les gens vont recourir à des... C'est-à-dire que partout où on met des barrières de manière illégale, l'homme contourne toujours. C'est ce que je veux démontrer. Et donc, voilà les conséquences de ce que ça va donner. Je ne sais pas si vous voyez. Et tout le monde, tous ceux qui ont ce papier-là savent que c'est un papier que tu peux froisser comme ça et jeter. Ça ne représente absolument rien. Et ça, c'est facile à reproduire même en 5 minutes. Je ne sais pas si vous voyez. Le gars, il reste là, il trouve un ordinateur, il imprime ça. Et puis il a le tampon, et puis il note votre nom, il signe. Et donc vous passez. Alors que vous n'êtes pas vacciné. Donc, nos autorités, au lieu d'avoir le langage de la peur, au lieu d'avoir le langage des menaces, je pense qu'ils doivent toujours continuer la pédagogie. Faire comprendre aux gens que c'est dans leur intérêt de se faire vacciner. C'est vrai qu'il y aura des gens qui vont toujours refuser, mais c'est de leur intérêt. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je connais des gens qui étaient anti-vaccins, qui ne voulaient même pas reconnaître l'existence de Covid, mais quand il y a eu des décès dans leur entourage, leur mentalité, a changé. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, il faut aller par pédagogie. Au lieu de venir dire que, oui, maintenant là, la pédagogie est finie, c'est le bâton. Comment est-ce qu'on peut gouverner un pays comme ça? Voilà moi ce que je déplore dans la démarche qui est en cours et les impacts, les conséquences que cette démarche-là peut générer. C'est-à-dire le faux. On a déjà les faux PCR pour les voyageurs. Et on a déjà commencé par avoir les faux carnets de vaccination. Et bientôt, le faux va submerger le vrai dans le pays. Parce que les gens ont besoin d'argent pour manger. Je ne sais pas si vous voyez. Les gens ont besoin de crier pour manger. Vous avez fermé les bars, vous avez fermé les boutiques, vous avez fermé les églises. Vous voulez que les gens vivent de quoi? Si on va dire à quelqu'un que bon, on peut faire un business pour faire les carnets de vaccination, 2500 par personne, s'ils ont 20 personnes par jour, vous savez que c'est ce qu'ils ramassent comme argent, mais ils vont vivre. Mais ils s'en foutent de l'État. Merci beaucoup, Joël. Quelque chose à ajouter avant d'aller Tu l'as si bien dit, il n'y a jamais eu de crise, il n'y a que des opportunités d'affaires. Mais c'est clair. Alors quand vous, comme Ferdinand le dit, ça veut dire que quand vous décidez un vendredi, vous prenez une décision un jeudi qui rentre en exécution un vendredi, d'interdire des activités qui ne se tiennent que le week-end. Pendant que nous sommes en pleine vie, en pleine cherté de la vie, tout est cher. Le maïs est toujours autour de 1000 francs. Les tomates, c'est la saison des tomates. La tomate doit abonder, mais c'est difficile de trouver la tomate aujourd'hui. Et dans cet environnement-là, vous prenez une décision
au début de week-end, d'interdire des activités qui se tiennent le week-end. Pendant que, je vous donne le cas des mariages où les gens ont engagé déjà des dépenses. Les gens ont payé les services traiteurs. On a déjà libéré les fonds. Et vous décidez le vendredi qu'il n'y aura plus de mariage, on va fermer, etc. Est-ce que c'est conscient? Est-ce que ce n'est pas de la... Comme nous avons l'habitude de dire sur ce plateau, ça veut dire que vous vous comportez comme le sorcier du village, quoi. C'est tout ce qui peut être lumière, tout ce qui peut apporter le bonheur aux autres. Vous êtes là à tout faire pour l'empêcher. Et dans la foulée, le 15, vous déclarez que non, quand tu ne rentres pas, quand tu n'as pas le pass sanitaire, tu ne rentres nulle part. Mais attendez, il ne faut pas qu'on aille poursuivre les gens pour faux. Et puis dans un pays où l'économie est à 80% informelle. Justement, l'économie est à 80% informelle. Et quand on parle de pass sanitaire, celui qui est là, quel conseil lui a été donné? Qu'est-ce qu'il voit finalement? C'est le carnet, il voit? C'est le carnet, la télécharger. C'est ça. En fait, c'est quoi? Même s'il faut télécharger, tout le monde a un téléphone. Est-ce que tout le monde a un téléphone? Non, mais les gens acceptent le SMS. Les gens acceptent le SMS. Moi, je suis allé dans un service, on dit, bon, à défaut, tu vas télécharger, tu peux nous donner le SMS. Je dis, mais sur le SMS, qu'est-ce qu'il te fout que c'est moi? Je montre le SMS bidon. Peut-être il faut même semblant de lire. Parce que c'est pas tout ce qu'ils sont. Ça dit que c'est carrément un mélo, c'est une vraie comédie. Et comme quelqu'un l'a dit, il a donné des instructions à son chien. Si l'agent de ce chien, il n'est pas vacciné, que le chien et qu'il attache du prix. Il attache du prix à l'exécution de cet ordre. Donc, ça dit que c'est carrément, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et c'est aussi ça le défaut de conceptualisation. Quand le français dit, bon, on passe en auditeur, on va vérifier. Mais en France, il n'y a personne qui travaille qui n'est pas fiché. Tout le monde est fiché. C'est clair. Ce n'est pas parce que la France le dit que nous devons vous aussi vous lever. Alors que nous n'avons même pas d'état civil. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'état civil. C'est maintenant qu'on travaille même en nous avons des bâtiments qui servent d'état civil, mais dans la pratique quotidienne, on n'a pas d'état civil. C'est-à-dire que des gens continuent de naître sans avoir d'acte de naissance. C'est pour ça qu'on dit qu'on me fait les actes de naissance des enfants. Les gens meurent, on ne les déclare pas. Et c'est dans un pays comme ça. Les gens sont ensemble en couple, ils ont des enfants, ils ne sont pas mariés. Et donc, il n'y a pas un fichier national où on peut savoir que, bon, voilà, il y a tel individu. Et vous imposez un document comme ça. Ça dit que ce n'est pas suffisamment réfléchi. Et donc, ce n'est pas du tout réfléchi. Ce n'est pas que ce n'est pas suffisamment, ce n'est pas du tout réfléchi. Et quand je vois des universitaires, des gens qui sont généralement dans la réflexion, la conception et la mise en œuvre de certaines idées, sont là à accompagner toute cette comédie-là, à venir sur les médias tous les jours, à menacer les Togolais, à dire oui, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ils peuvent aller attendre à la maison, quand la Covid va finir, ils vont revenir. Mais attendez. Même au village, le grand-père, vous êtes des ministres. Vous êtes des ministres. C'est-à-dire que vous êtes des serviteurs de la République. Vous êtes des ministres. Et ils ne le savent même pas. C'est-à-dire qu'ils sont des serviteurs de la République. En d'autres termes, leur manière de parler aux Togolais doit être élégante. Ils doivent respecter les gens. Parce qu'ils sont des serviteurs. Parce qu'ils sont payés avec les impôts des Togolais. Ils ne sont pas des petits dieux qu'on a choisis parmi 8 millions de Togolais pour gérer notre destin. Au point qu'ils se croient supérieurs aux gens et qu'ils montent sur leurs ergots pour parler aux gens avec autant de mépris. Tout dépend de comment tu es arrivé là. Tout dépend de comment tu es arrivé là. Tu as dit tantôt comment, dans quelles conditions le gouvernement a été formé. Quand on fonctionne par accointance, on va en parler tout à l'heure quand on va parler de la magistration, etc. C'est-à-dire que la question du mérite. Et quand un homme est un rafistolé, sa façon de se comporter, il a toujours peur de quelque chose. Il a toujours peur de quelque chose, comme Talon l'a dit. C'est ceux qui savent qu'ils ont des problèmes de contenu. Ils ont des problèmes de contenu là. C'est eux qui jouent aux ailes, qui sont violents, c'est-à-dire qu'ils jouent vous là. Et quand tu es bien solide, tu sais que bon, ça y est, tu te connais. Quel que soit le niveau où on t'interpelle, tu peux répondre. On ne va pas fouiller voir des casseroles derrière toi. Mais tu es solide, ça dit tu es poli, tu es correct dans ce que tu dis. Même ta colère, tu le gères. Mais quand tu sais que tu as des ficelles, on te tient et qu'on peut facilement mettre ton anus dehors, c'est comme l'amitié entre
l'amitié entre le vent et la poule. Ils sont de bons amis, mais quand la tornade arrive, c'est le vent qui met la nuit de la poule dehors. Comme le dit mon grand-père. Alors, donc, quand tu sais que tu as des choses, tu as des casseroles, tu es rafistolé, tu es toujours, ton langage traduit en fait ce que tu es. Et comme Talon l'a dit, c'est-à-dire ceux qui ont des problèmes de contenu, c'est eux qui ils ont des problèmes à gérer le langage. Voilà. Messieurs... Je reviens juste sur l'affaire du carnet. L'éditorial que nous faisons demain pour le 21 septembre est titré carnet vaccinal sans vaccin. C'est ça. Il faut dire les choses clairement. Dans 2 ou 3 mois, on va trouver une grande proportion des Togolais qui auront le carnet vaccinal mais qui ne seront pas vaccinés. Et donc, au bout du compte, vous n'aurez réglé aucun problème. Donc, il faut que les autorités, les gouvernants réfléchissent, essayent de trouver d'autres méthodes que tout ce qui est en train de se passer actuellement là. Des gens qui sortent des communiqués dans tous les services administratifs, sans même compter, sans même parfois prendre en compte la population la spécificité de ce service. Voilà. Par exemple, quand on parle des commissariats, quand on parle des gendarmeries, quand on parle des universités, je ne sais pas si vous voyez, où n'importe quelle tranche d'âge peut aller pour se faire établir un document. Vous ne pouvez pas dire, celui-ci ne vient pas parce qu'il n'a pas de document. Même dans le communiqué, vous pouvez même nuancer en disant, les gens qui ont un certain âge, qui sont mineurs, peuvent être autorisés. Ils ne sont pas concernés par cette mesure-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Déjà dans le communiqué. Donc vous ne repliquez pas les choses de façon comme des robots. On dit, comme le gouvernement a dit, ici la personne rentre si vous n'avez pas de passe. C'est le zèle, mon frère. Donc ce n'est pas normal. Et vous avez un peuple qui a des droits et qui légitimement se pose des questions sur là où on le conduit. Et c'est le droit des Togolais de se poser des questions. Moi, j'ai encore plus de respect pour les députés parce qu'ils ont un suffrage, même s'ils sont mal élus ou bien élus. Ils sont nommés. Ils ont un suffrage dans une zone donnée. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais les ministres, ils n'ont aucune légitimité. Je ne sais pas si vous voyez. C'est la raison de leur zèle, mon frère. Et c'est eux qui font plus de zèle que les autres. Oui, c'est la raison de leur zèle. Parce qu'ils savent que quelqu'un les tient. Oui, voilà. Ils sont redevables à quelqu'un. Donc, bon, ils sont... Je trouve vraiment regrettable le passage de Mme Sidé Meho à l'Assemblée nationale. Je pense qu'après cette épreuve-là, elle va beaucoup plus s'exercer au débat parlementaire et être prêt à affronter les gens les yeux dans les yeux. Parce que la charge de Premier ministre, c'est beaucoup de choses. Humbo était ici, ils sont venus tous avec Humbo, ils ont comploté contre Humbo, et ils lui ont sorti, ils ont mis les bâtons dans les roues, lui il est parti, ils sont restés. Bon, maintenant c'est leur tour. Les mêmes qui faisaient les complots sont en train de faire les complots contre eux. Je ne sais pas si vous voyez. C'est la même chose qui se passe. C'est la même chose qui se passe. Il n'y a pas autre chose que ça. Tu as très bien dit. Oui, les mêmes qui ont comploté. Vous avez voulu avoir le poste de Premier ministre, on vous le donne. Travaillez, on va voir. Mais on vous met les bâtons dans les roues pour que vous ne puissiez pas travailler. Après, on vous dit, bon, vous êtes incompétent. Et je pense que ceux qui ont bu le petit lait, ou c'est pas comme quoi, la bière, le mardi là, c'est beaucoup plus les gens du NIR qui voulaient sa peau que nous, ou bien certains Togolais qui peut-être étaient très fâchés par rapport à ces propos, mais bon, les gens ne lui en veulent pas personnellement. Mais ceux qui veulent sa place, pour reprendre la totalité du pouvoir, c'est ceux qui sont dans son camp. Donc, elle doit apprendre de ses épreuves et comprendre que Premier ministre là, ce n'est pas voiture avec gyrophare, ce n'est pas tapis rouge, ce n'est pas, comment ça se dit, ce n'est pas les tenues, ce n'est pas pour se montrer, non, c'est le travail. Et on voit bien que les gens ont occupé des postes ministériels et des postes sensibles à la présidence depuis 10 ans ou plus, mais ils ne sont pas rompus à l'exercice du débat. C'est vraiment dommage. Ils sont pas rompus. Et quelqu'un nous confiait que Dame Sidé Meho, un de ses aînés lui a dit que tu peux tout prendre mais sauf le poste de Premier ministre. Elle n'a pas voulu suivre. Tu peux savoir que dans ce pays, les choses sont tellement pourries, mais le poste de Premier ministre ne prend pas. Mais bon, vous savez que la femme est insatiable. Pas seulement la femme. L'homme. Il ne faut pas faire de la stigmatisation ou de la discrimination. Mais attends. La femme, on ne va pas rentrer dans les histoires triviales, mais la femme est insatiable. L'économie, au niveau du commerce, qui achète le plus, la femme l'achète. Mais moi, je suis en train de revenir un peu sur
la posture qu'a adoptée Dame Sidemero au Parlement pour parler de la posture qu'adoptent même les femmes au gouvernement aujourd'hui. Parce qu'en fait, on les a amenées pour que l'approche change, mais on ne le sent vraiment pas. Oui. On ne sent pas un changement, on ne sent pas cette posture maternelle, sensibilité et s'ouvrir pour rassembler. On ne le sent pas. Mais, et la violence du langage de Dame Sidemero, peut-être les autres ne parlent pas encore, mais on sent la violence dans leur esprit. L'orgueil, la condescendance, le mépris dans leur management. Alors moi je voudrais, peut-être le cas, la scène du 15 septembre devrait permettre à beaucoup, enfin si ce n'est pas encore le cas, que ça permette à beaucoup de se corriger et de se rendre compte que quand on dit ministre là, quand tu dis ministre, tu es au service des autres. Et donc, ton état d'esprit, ta manière, ta façon de faire, ton langage doit refléter cette compréhension que tu as de ta charge de servir les autres et de tout faire pour que les autres t'applaudissent. Merci beaucoup, Joël. Bon, on espère que son prix reçu en Allemagne tout dernièrement va un peu la consoler. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Nous allons observer une petite pause et nous revenons après.